Bienvenue sur le podcast Récits ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissançantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Comme je vous avais prévenu, aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, un épisode bonus où je vais vous raconter la naissance de Robin, qui est venu au monde donc le 19 mai 2022. Et c'est ce que j'aime appeler une naissance libre. Alors je me suis fait... Parce que sur l'épisode précédent, je lisais toutes les notes que j'avais prises pendant ma grossesse et j'ai été assez critique sur... Ouais, ça m'a pas plu. Je trouvais que j'avais besoin de plus de fluidité. Donc, et en même temps, vu que j'ai envie de vous partager plein de choses et que j'ai pas envie d'oublier, au lieu de faire un listing, j'ai fait une map mind pour y placer les différents événements que j'avais envie de vous partager. Alors, déjà, où est-ce que j'ai envie de commencer ? J'ai envie de commencer le 1er mai 2022, où on a un temps rien qu'à nous, avec mon conjoint, et on prend le temps d'avoir un moment plein de tendresse, et suite à cela, je découvre mon bouchon mi-queue. Alors, je me doutais de ce que ça pouvait être, mais mon conjoint était quand même très perplexe. Et pour moi, pour nourrir mon besoin de rassurance, et lui aussi, je suis allée chercher le livre de Lucille Gomez, La naissance en BD, tome 1. Et où je me souvenais qu'elle avait essayé de dessiner le bouchon mi-queue, sachant que ça n'a jamais la même tête, ni la même forme, ni la même couleur, ni la même texture. Donc, mais effectivement, ça y ressemblait grandement. Donc voilà, et mon chéri me demande qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'est le moment de la naissance ? Et je lui dis non, pas du tout. Enfin, effectivement, on a jamais été, depuis le début de cette grossesse, aussi proche de tenir notre bébé dans les bras. Et en même temps, ce n'est pas du tout un signe annonciateur de naissance. Voilà, c'est... Et effectivement, donc je les ai perdus le 1er mai. Je l'ai trouvé le 1er mai et bébé est arrivé le 19. Voilà. Donc comme je l'avais partagé dans l'épisode précédent, il y a quand même eu beaucoup de choses pas forcément très confortables pendant cette grossesse, et c'était particulièrement intense à la fin. Et là où je sentais que j'avais comme un besoin de préservation,
Par exemple, voilà, je vous ai dit que j'avais oublié ma carte vitale chez l'ostéopathe et je me sentais pas en capacité de me rendre seule, avec forcément avec Lou parce qu'on fait instruction en famille donc on est toujours ensemble, mais entre guillemets sans protection chez l'ostéopathe. J'avais ni envie de discuter ni envie de parler donc je pense que je commençais un petit peu à partir et je pense, ouais, ça devait être une semaine avant. Une amie m'a gentiment accompagnée et c'est elle qui est allée récupérer la carte vitale pour me la remettre et j'attendais dans la voiture, c'était parfait. Voilà. Ouais, c'était marrant parce que j'avais vraiment besoin comme d'avoir un rempart autour de moi et ça m'avait été très précieux. Et ce qui s'est passé, c'est que le week-end avant, donc le samedi dimanche, j'ai été très malade avec j'ai pas fait de fièvre ou peut-être très peu. Je me souviens pas avoir pris ma température donc ça me paraissait pas ça. Par contre, j'avais mal aux jambes. Très très mal aux jambes, des courbatures très violentes. Enfin, c'était horrible et j'avais dit à mon chéri, mais en fait, vu tout ce qu'on dit sur la péridurale, du fait qu'on sent plus nos jambes, bah, je vais aller en maternité juste pour choper la péri, et comme ça je sentirai plus mes jambes. Ce qui se passe, c'est que au final, mon conjoint me fait un massage, j'arrive à dormir, et il y a quelque chose qui est assez fou, c'est que quand je suis malade, le truc qui m'aide à aller bien, c'est de dormir. C'est assez magique. Vomir et dormir, c'est les deux trucs qui, une fois que c'est fait, ça va mieux. Et donc, pour réussir à m'endormir, mon conjoint donc me fait ce massage de jambes et après j'arrive à m'endormir et après ça va mieux. Donc on en arrive le lundi matin. Lundi matin, j'avais rendez-vous chez la sage-femme. Donc c'est la sage-femme acupunctrice qui me suivait en acupuncture tout au long de cette grossesse, à qui je souhaitais demander, parce que je lui avais demandé, elle était pas d'accord de faire la déclaration de naissance après la naissance. En revanche, je voulais lui demander si elle était d'accord de venir pour les suites de couches, enfin en postpartum quoi, comme ce qui est prévu en tout cas dans la région. Et ça me prenait la tête parce que c'était encore ça à penser et que je voulais me débarrasser de tout ça. J'avais vraiment besoin de... Allez, je me sens sur moi, là, je veux que tout soit fini. Voilà, l'espèce de nidification, on termine et je tire un peu sur la corde, quoi. Donc j'ai mon rendez-vous. Je me souviens, je crois que c'est celui-là, où finalement on n'a même pas fait d'acupuncture. On a fait... elle m'a massé les jambes et elle m'a écouté parler. Et c'est en ça que pour moi c'est... elle honore vraiment ce qui est selon moi une sage-femme. Sage-femme qui signifie littéralement la connaissance des femmes. Où là on n'est pas dans j'applique des protocoles, c'est je fais avec le vivant et ce qui est vivant pour l'instant c'est de lui masser les jambes. Voilà, et de l'écouter parler. Le lendemain, mardi, j'ai rendez-vous avec Magali, donc ma doula de la transformation, pour faire une dernière séance en communication quantique. Et ça vient comme libérer les derniers bastions de mes a priori et de mes craintes vis-à-vis du milieu médical. Et c'est comme si, oui, ben en fait, si j'ai envie, je vais m'autoriser à suivre mes envies s'ils diffèrent de ce que je veux là pour l'instant.
dans le sens où là pour l'instant ce que je voulais c'était une naissance libre, solo et qu'on ne m'embête pas, que personne me touche, qu'on me laisse tranquille. Et j'avais pas envie de m'obliger à rester dans cette voie-là, si jamais à l'intérieur ça résonnait plus comme juste. Et là avec cette séance, c'était mais de toute façon je vais faire avec mon flow, et si mon flow change, je suivrai mon flow, et les personnes avec qui je rentrerai en contact, ça se passera forcément au mieux, puisque je suis ancrée, je suis souveraine, et j'irradie, on va dire, la confiance. Et donc cette séance me fait beaucoup de bien. Donc on arrive la journée de mercredi, et le mercredi, mon conjoint a une fête, une soirée. Sachant que ce qui s'était dessiné, ce qui était venu à plusieurs reprises pendant cette grossesse, c'était que Robin, bon à l'époque je savais pas que ce serait Robin, Petit Panda avait envie que son père soit présent au moment de la naissance, puisqu'à la base j'avais dit je préfère être toute seule, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui stresse à côté, donc finalement j'aimerais bien être toute seule. Mais non, c'était pas ça qui résonnait comme juste, et c'était pas forcément moi qui vibrais ça. J'aime bien parce que en fait quand on est enceinte, on sait que nos émotions impactent notre bébé, on sait que nos pensées, ça, il y a une interaction entre les deux êtres, mais également bébé a une action sur nous. Et donc c'est vraiment cette idée de, mais en fait bébé il veut que le papa soit là. Voilà, il n'y a pas à tergiverser. Et mon conjoint, donc ce mercredi, serait absent. Donc je savais qu'avant ce mercredi, Petit Panda ne viendrait pas. Et en même temps, je m'étais dit, mais s'il faut quoi. S'il faut, c'est possible quoi. Je suis grosse comme ça. Il ou elle peut débarquer. Et donc ce qui se passe, c'est que même si j'avais arrêté de prendre la voiture depuis une semaine, j'avais vraiment pas envie de cuisiner. J'étais fatiguée, et j'avais envie de canard laqué. Donc, il y a un super restaurant chinois pas très loin de chez nous. Et donc, je dis à ma fille, viens, on va aller se prendre on va se prendre un resto, ça va être sympa. On prend à emporter, comme ça on se met devant un film tranquille à la maison en mode cocooning. Et on fait ça. Et on arrive au restaurant, je passe commande et je me dis, allez, c'est la fête. On se prend... J'essaie de quand même limiter pas mal de sucre pour Lou, puisque c'est une humaine pleine de vie et qui est énormément dans le mouvement sans apport de sucre. Donc quand il y a un apport de sucre supplémentaire, c'est encore plus intense à accompagner. Donc là j'ai dit, allez, ça te dit un petit jus de litchi? Et à ma grande surprise, elle me dit non. Alors ça m'a choquée, mais je suis pas allée chercher plus loin sur l'instant. Je suis d'accord. Je récupère la commande, on se dirige vers la voiture, et là, elle vomit. Elle vomit partout dans la voiture, sur moi, sur le sol du parking. Et je me dis, mince. Je suis solo et elle est malade. Bon,
Euh, je retourne au restaurant en mode bon, en fait, je pense qu'on va peut-être pas faire la route pleine de vomi, donc ça serait bien que je la nettoie un minimum. Donc je demande des serviettes et tout. Je demande à des personnes s'ils peuvent zioter ma fille pendant qu'ils sont sur le parking, s'ils peuvent zioter ma fille le temps que j'aille dans le resto. C'était une autre épopée. Et donc, je réussis à la nettoyer un petit peu. On rentre à la maison, elle revomit partout. Franchement, à ce moment-là, le seul truc qui me tient, c'est l'idée que une fois qu'elle dort, je vais pouvoir manger du canard laqué. Et donc je nettoie, je la longe, je lui laisse une bassine à côté, je vais renettoyer ce qu'il y a dans la voiture. Euh, et en fait, elle s'endort pas pleinement, elle s'endort, puis elle vomit, puis elle se rendort, puis elle vomit. Et, euh, et ça dure comme ça assez longtemps. Et finalement, j'appelle mon conjoint pour lui dire là, je suis très fatiguée, faudrait que tu rentres parce que j'ai besoin de dormir. Je crois qu'il est minuit. Je suis plus certaine de l'heure, mais je crois qu'il est minuit à ce moment-là. Il me dit bah, pas de soucis, de toute façon, la soirée se termine. En fait, la soirée avait commencé à midi. Donc, j'ai fait une bonne soirée. Et finalement, il n'est pas parti dans l'immédiat puisqu'il avait bu, donc le temps que l'alcool s'estompe un peu, qu'il puisse un peu dégriser. Et donc il rentre et il prend le relais avec Lou, donc dormir à côté, la nettoyer quand elle a besoin d'être nettoyée, s'occuper du vomi, bref. Voilà. Donc autant dire qu'il a fait une nuit blanche. Et le lendemain matin, le réveil sonne, donc nous sommes le jeudi matin. Le réveil sonne pour qu'il aille bosser. Et donc j'entends le réveil sonner, je me souviens, je me lève, parce qu'on dormait pas dans la même pièce à la fin de la grossesse. Je dormais déjà tellement mal. Et voilà, je voulais pas être dérangée, je voulais pas prendre coup de pied de Lou, je voulais pouvoir m'étaler comme je pouvais. Donc en gros, je dormais dans la chambre d'amis et Lou et Yohan dormaient dans la chambre où on dort habituellement. Et donc j'entends le réveil sonner, je me lève pour lui demander alors ça en est où enfin comment s'est passé le reste de la nuit. Et au moment où je me lève, je sens des petites gouttes qui tombent sur le sol. Et le premier truc que je me dis c'est mince, j'ai dû faire pipi. Et en même temps je me dis c'est bizarre, puisque j'ai encore envie de faire pipi. Donc au lieu d'aller voir Yoann pour lui demander, je vais dans la salle de bain. J'urine dans les toilettes et comme ça mon indicateur c'est de savoir si ce qui est la couleur des gouttes qui sont sur le sol qui était très très claire, est-ce que mon urine est pareille? Et non, c'était pas du tout la même. Donc je me dis ok, c'est peut-être une fissure, parce qu'il s'avère que donc la poche des os est formée de deux membranes. Donc lorsqu'il y a une fissure, c'est l'une des premières membranes qui est fissurée et qui fait qu'il y a un peu de liquide entre ces deux membranes, c'est ça qui s'échappe. Et sachant que comment dire, tout est extrêmement bien fait, que les membranes peuvent se ressouder, enfin voilà, c'est... Et de toute façon, tant que bébé n'est pas sorti, on continue à produire du liquide amniotique. Voilà. Donc moi j'étais très à l'aise avec ça, il n'y avait pas de souci. Et en même temps, sur le moment, je me dis, mais s'il faut, c'est pas ça. S'il faut, c'est pas ça. Donc je fais bon, bah de toute façon, hein, je verrai bien. Hein. Je sors de la baignoire, et au moment de sortir de la baignoire, de nouveau, des gouttes. Alors que je viens juste de vider ma vessie dans la baignoire, donc c'est absolument pas possible que ce soit de l'urine. Donc, je dis à Yohan, j'ai rompu la poche des os. Alors lui,
ah bon, ok, il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? et, et je lui dis, un peu en mode je suis excitée et en même temps faut te calmer ma chérie, hein, tu sais qu'il y a plein de manières d'enfanter différentes. Je lui dis bah écoute, bébé peut arriver dans 3 heures comme dans 3 jours, donc bah écoute, va bosser. Et il part travailler et Gribouille. Lou continue d'être malade. Je sais qu'avant de partir, il promène Gribouille. Gribouille, c'est notre chienne, qui est diabétique, donc il faut sortir très régulièrement. Et à l'époque, Johan ne la prenait pas encore au travail. Donc, avant de partir, il promène Gribouille, comme ça j'ai un peu de battement avant de la ressortir. Et Lou continue à être malade, donc je vois toujours pas la fenêtre de je vais pouvoir promener Gribouille. Et même si j'ai quand même dormi de 3h à 8h, je suis quand même bien fatiguée. Donc je l'appelle. La première chose que je lui dis, je suis pas en train d'accoucher. Mais je t'appelle parce que là, on est très fatigué. Lou, elle a besoin qu'il y ait quelqu'un près d'elle. Là, je vais pas pouvoir sortir Gribouille. Et en même temps... Bref, en fait, là, faudrait que tu rentres. Là, faudrait que tu sois là. Fais pas de soucis, je termine ce que je suis en train de faire et j'arrive. Je crois que là j'ai un petit battement où j'arrive à dormir peut-être 1 heure. Et Johan arrive à la maison. Finalement, je crois qu'il doit être 15h. Il a pas spécialement... il a pas mangé. Voilà, en gros, il a sauté sa pause de repas pour finaliser ce qu'il voulait faire. Et donc il va dans la cuisine, il va manger et moi je promène Gribouille. Et je sens que la balade, elle est pas confortable. Il faut savoir que tout au long de la grossesse, j'avais des contractions régulièrement, mais vraiment indolores. Enfin, en fait, je sentais une contraction, mais comme je contracte mon muscle, mais il n'y a pas de douleur, je sens que ça contracte. Et là, pendant cette promenade, même si j'ai vraiment pris mon temps et que j'étais ravie, je n'ai croisé personne. Parce que la voisine qui me croise il y a une semaine et qui me raconte ses 3 naissances traumatiques, le papy qui me tape la causette et qui me raconte... bref, j'avais pas envie de ça. Et j'étais très contente parce que je n'ai vu personne à ce moment-là. En plus, j'étais sortie un peu en mode... un peu loose avec les chaussures, les baskets de mon chéri, facile à enfiler, les lunettes de soleil parce qu'en fait ils étaient très beaux et je voulais pas avoir de rayons de soleil, limite voilà, ça faisait un peu vampire. Ah non, je veux pas voir le soleil. Et la casquette, voilà. Donc je fais cette très longue promenade et je sens que c'est pas... Voilà, en fait tout mon corps m'invite à me recentrer sur moi et j'ai durant cette balade 2 ou voire 3 contractions que je sens, mais là je sens elles sont pas confortables. C'est vraiment cette sensation de là, j'ai besoin de revenir à moi, de couper tout de l'extérieur et de ne plus être dans le faire mais juste être dans l'être. Et donc sortir la chienne, c'est absolument pas être dans l'être. Et là, je me filme parce que j'ai cette idée de je ne veux pas regarder l'heure et commencer à faire cogiter mon mental en calculant les contractions ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment
avoir aucune possibilité d'enclencher ça, même si au final je me filme quand même. Je fais un petit message comme pour... Je sais que comme ça, plus tard, je pourrai checker quelle heure il est à ce moment-là. Sachant que en dessous, j'ai la magnifique culotte pour la couche culotte pour adultes, parce que je voulais également donc lâcher mon cerveau et que si jamais voilà je continuais à fissurer, je ne me préoccupe pas si je marche sur du liquide hématique et que je puisse tomber. Voilà, que là tout est retenu, je vois rien, et parce que c'est vraiment, mis à part une sensation d'un truc qui s'écoule et encore même pas, de voir des trucs sur ma jambe, je le sentais pas partir. Donc les couches, pour moi c'était vraiment le top. Et quand je termine la vidéo, je fais non, en fait là vraiment je pars dans mon vortex, donc je vais envoyer un message donc au village, qui est donc un groupe de personnes qui échangent particulièrement sur les naissances libres, et également à mon groupe WhatsApp de Blessing Way, où il y a toutes les personnes qui sont venues me porter pendant cette magnifique cérémonie, et qui, je sais, aller me porter avec toutes leurs belles énergies au moment de la naissance. Je rentre à la maison. Ah, bon, forcément, entre tout et tout, il y a des choses que j'ai oubliées. Je choisis en fait de sortir Gribouille parce que je vois la main de mon conjoint qui est en train de se faire à manger trembler. Donc, pour moi, c'est très simple. J'ai été malade dimanche. Hier, Lou a commencé à être malade. Donc, il y a de fortes chances qu'on a un bingo. Que Johan soit malade. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui sors Gribouille. Et je me dis, je le fais maintenant parce qu'elle a besoin de sortir depuis ce matin quand même. Et surtout, peut-être que comme ça, j'arrêterai d'y penser. Je rentre à la maison. Et là, je commence à sortir tout ce que j'avais mis au congélateur, que ce soit les boules d'énergie, l'ocytocine cake. L'ocytocine cake, si vous ne le connaissez pas, allez voir, demandez-moi en message privé ou allez voir sur mon compte Instagram, c'est un gâteau, c'est juste une tuerie. Je sors ça. Je récupère des cartes, des affiches que je voulais tout installer. En fait, ce qui se passe, c'est que pour le postpartum immédiat, que ce soit prendre soin du placenta, prévenir les sages-femmes pour qu'elles puissent venir dans les jours suivants pour nous faire le petit papier pour faire la déclaration à la mairie. Mais si jamais j'avais un problème au niveau de l'allaitement, le numéro d'une conseillère en allaitement, le numéro d'une ostéopathe, tout ça c'est des informations que j'ai et que on n'a pas pris le temps d'échanger avec mon conjoint. Et donc j'avais mis des affiches cachées, mais un peu partout dans la maison. D'ailleurs, là je me trouve dans une salle où il y a toutes les affaires informatiques, tout ce qui craint un petit peu. Et à l'époque, la porte était toujours ouverte. Et donc derrière cette porte, j'avais mis les textes de loi et une fiche type pour la déclaration à la naissance. Et comme ça, je me disais, je n'avais pas à réfléchir à lui expliquer. Juste, je lui dis, tu vas derrière la porte du salon, tu vas derrière la porte de la salle multimédia, tu ouvres le placard. Voilà, par exemple pour les recettes en postpartum, certes on avait fait le plein dans le congélo, et en même temps
lui dire qu'est-ce qu'il faut sortir en premier, j'avais pas envie de le faire, donc c'était noté sur un papier. Et donc il y en avait un dans une porte de placard qu'on ne fermait jamais. Donc voilà, ça fait un peu chasse au trésor. Et donc ça je lui signifie. J'ai fait des petites bougies pour la grossesse, des petites bougies que j'ai appelées Tefiti. J'en avais offertes à toutes les personnes qui étaient présentes à mon Blessing Way, et dans l'idée qu'elles l'allument pour tenir l'espace de la naissance. Sauf que je m'étais ratée dans la commande de la cire. Donc j'ai pris de la cire pour bougie à couler au lieu de cire pour bougie à mouler. Et il y a une grande différence dans l'usure. Voilà, en gros, la cire que j'avais pris fond beaucoup plus vite. Et vu que j'avais fait des mesures, parce que j'aime bien pouvoir donner une estimation aux personnes, celle que j'avais, la bougie, elle s'est terminée en 5 heures. Et donc je m'étais dit, mais je veux pas dire à mes amis trop tôt d'allumer leur bougie, parce que je veux pas... je veux sentir leur énergie et cette flamme qui pense à moi pendant la naissance. Et donc je finalise mon hôtel, je mets des magnifiques images. Il y a Mothering the Mother. Il y a aussi, comment elle s'appelle, Bonne nuit mon ange. Il y a aussi des affiches. Je sais plus, en tout cas il y en a plein. Ça me fait un bien fou. Ça nourrit mon besoin de beauté, de finaliser le cocon, et là c'est... Ouais, j'arrive à... J'ai toujours des contractions, mais elles me... Mais vu que je suis plus dans le... je fais les choses pour les autres, là je suis dans une énergie de je fais les choses pour moi, elles me sont agréables. Voilà. Mon chéri, malgré ses 42 fièvres, parce que oui, il était vraiment bien malade, il sort toutes les vieilles serviettes qu'on avait conservées et qu'on souhaitait jeter, et qu'on s'était dit, bon, on va les garder comme ça pour la naissance, on n'aura pas à faire de machine. On les installe un peu partout dans le salon, parce que c'était cet espace que j'avais vu pour la naissance, et d'ailleurs que mon aînée, Lou, avait vu également en rêve. Tout comme apparemment, elle avait vu que ce serait un garçon. Et donc tout ça est installé. Et je pense que je sais plus si c'est à ce moment-là que je commence à vocaliser pour mes contractions et à prendre des positions un peu particulières. Depuis, je pense, ça faisait 2 mois qu'on avait sorti le ballon de grossesse pour que je puisse manger de façon confortable à table. Donc je pense que j'en me suis un peu assise dessus. Et Lou continue à être pas bien. Bon, elle a des phases de sommeil un peu plus longues. Et vu qu'on sentait que la naissance allait s'en venir, et que elle, ce qu'elle avait décidé, c'est qu'elle voulait être là, mais pas là. Et surtout qu'elle voulait regarder le film La Reine des Neiges. Donc on sort le projecteur, le lecteur DVD pour pouvoir tout installer. Donc je ne sais pas trop ce qu'elle fait. Il y a juste un petit moment plus tard où je sais où, parce que je l'entendrai parler, mais voilà, tout au long de cette naissance, elle a vraiment été... Elle n'était pas dans la même pièce que moi, ou en tout cas sa présence, je ne l'ai absolument pas perçue. Ce qui se passe, c'est que vers... Je pense qu'il doit être 19h. Ah oui, non, avant ça. Donc j'installe le salon, mais vu que ce qu'on appelle la station de dilatation, les toilettes, était une pièce où généralement le travail avançait bien.
j'avais mis aussi une petite décoration là-bas et je m'étais dit si jamais je vais mettre aussi des petites loupiottes donc dans les toilettes et dans la salle de bain, comme ça on n'a pas à mettre la lumière plein phare et comme ça on peut se déplacer mais en même temps mon besoin d'obscurité est nourri. Mon chéri, je crois qu'il me demande à plusieurs reprises si je veux un bain et pour l'instant ça ne résonne pas comme juste. Et donc vers 19h, cette histoire de promener la chienne me travaille. Et mon conjoint me dit oui, je vais la sortir, mais là en fait il va pas du tout la sortir. Il marche de biais et il va s'effondrer sur un lit. Donc je me dis là c'est pas possible. Je me sens un peu désespérée parce que je veux pouvoir lâcher prise et je sens que ça me pèse, que ma chienne ait la vessie pleine, que c'est une préoccupation que j'ai et que là c'est pas répondu à ma demande, donc là je prends mon téléphone, j'appelle ma voisine qui faisait partie du groupe des personnes présentes à ma Blessing Way et elle vient dans l'immédiat. Elle ouvre la porte. Moi, je me souviens, j'étais au fond de la maison sur mon ballon avec un peignoir et ma couche. et là, c'est là où j'entends la voix de Lou qui lui parle. Je sais absolument pas ce qu'elles leur disent, mais ce qu'elles se disent, mais donc ma voisine prend Gribouille, la laisse. Elles vont faire une balade. Et moi, en termes de sensations, j'ai l'impression qu'elles font une balade de 5 minutes. Même pas. Mais connaissant ma voisine, je sais qu'elles n'ont pas fait une balade de 5 minutes. Ça a été beaucoup plus long. Et Gribouille a pu répondre à tous ses besoins. Et voilà, donc un autre truc qui dit ouais, je suis quand même bien altérée. J'entends la porte, je vocalise sur mon ballon là. J'entends la porte d'entrée qui s'ouvre à un moment donné. Donc je dis ok, la chienne est revenue, je peux lâcher prise et partir dans mes contractions. Et là, je rentre dans une espèce de danse où je vocalise, donc je suis toujours sur mon ballon et à un moment donné, je me souviens, donc je suis sur le ballon, ma tête est face à la fenêtre et au tout début, avant même d'être enceinte, j'avais fait un rêve où j'étais dans le salon à poil, j'avais bébé dans les bras et il y a un pigeon qui essayait de rentrer dans la maison et je fermais la fenêtre, sauf qu'en fermant la fenêtre, le bec du pigeon s'est coincé dans la fenêtre et donc en fait j'étais pas bien, donc je fermais, je voulais pas qu'il rentre et en même temps je voulais le libérer et en fait en faisant ça je l'ai tué, le pauvre. Bref. Donc cette fenêtre qui avait une qui était source d'intensité en préconception. Là, je suis face à elle et je sens les contractions, je danse avec elle et j'ai cette connexion qui se fait avec toutes ces autres personnes qui sont en train de contracter en même temps, toutes ces autres êtres humains à travers la planète qui dansent à travers leurs contractions et c'est vraiment cette sensation de nous sommes un, nous sommes une. On vit ça ensemble, cette danse millénaire, on traverse ça. C'est un véritable rite initiatique en fait, et c'est si bon. Ouais, c'était pas du tout, je me sentais pas du tout seule, alors que clairement chez moi, il y en avait 2 qui étaient trop en train de comater dans des chambres, mais ouais. J'avais cette sentiment de communauté, de communion en plus avec cette énergie des personnes qui savaient que j'étais en train d'enfanter et qui avaient totalement confiance en moi, en mon processus et en mes choix. Et c'est trop bon. Et à un moment donné, j'ai une image qui m'apparaît. Je sais que je ne sais pas ce que ça signifie, je ne connais pas du tout cette symbolique. C'est des cercles, des carrés, c'est très lumineux sur un fond bleu.
Et, euh, et je suis dans l'expectative. Je vois ça. Et dans mon cœur, ça fait tout va bien se passer. C'est une explosion de confiance. J'ai l'impression d'être face à la confiance ultime. C'est assez fou. C'est assez fou. Pendant tout le travail donc qu'il y a eu après la promenade du chien et ce moment-là, donc comme je disais, j'avais gardé la couche et j'allais régulièrement aux toilettes dans cette idée de vider ma vessie. Enfin, c'était pas réfléchi, c'est dès que je sentais que voilà, ça poussait, j'étais bien en toilette comme ça. Ce qui a besoin de sortir sort. Finalement, j'ai plus uriné qu'autre chose. Je veux pas trop de souvenirs. Mais en même temps, le fait d'avoir une couche blanche, ça permettait aussi de voir si le col travaillait, parce qu'à un moment donné, j'ai une texture plutôt rosée, euh, du liquide plutôt rosé, un peu texturé dans le fond de la couche, et je sais que c'est signe que le col travaille et donc que mon fond utérin s'épaissit et donc fait avancer bébé vers la sortie. Je regarde un petit peu, petit truc que j'aurais oublié. Oui, parmi les choses que j'avais mises dans le salon, il y avait également des phrases, des mantras que des personnes m'avaient écrites pour me soutenir au moment de la naissance. J'arrive à en lire 2-3 et je replonge dans mes vagues. Ça vient de nouveau nourrir cette sensation de confiance et que je suis pas toute seule dans cette aventure. Et je sais plus trop quand, il y a mon chéri qui émerge et qui me propose un bain, parce que c'est ce qui avait été quand même vachement soutenant pour la naissance, au moment de la naissance de Lou. Et je me dis, en fait, j'ai pas envie de prendre un bain parce que si on est, vu qu'on est au début du travail, j'ai pas envie que ça arrête le processus. J'ai envie que, voilà, que ça continue à travailler, d'être dans cette mouvance-là. Et en même temps, je sens que je fatigue et là, je tombe sur une des illustrations de Monument d'Ange où on voit une personne enceinte qui se repose sur un ballon, enfin sur le côté d'un ballon et le petit mantra qui m'a noté, c'est de pas oublier de faire des pauses dans mes pauses. Et là, je me dis, mais oui, je suis crevée. Sincèrement, si le travail peut s'arrêter, c'est très bien aussi. Je pourrais dormir un petit peu. Et, et donc, il lance le bain. Je continue à boire mon infusion de feuilles de framboisier, manger de l'ocytocine cake. Et je vais dans le bain. Alors au début, j'étais toute joie. Ah ouais, un bain, ça va s'arrêter, ça va être bien. Et l'eau chaude me fait du bien. Et quand je m'allonge, en fait, je vois face à moi le reflet des lumières que j'avais installées, des petites loupiottes. Et ce reflet forme un R. Et alors, sachant que pour les prénoms, on ne savait absolument pas comment allait s'appeler ce bébé. Mais on avait essayé de chercher et tout en se disant que ce serait quand même bien qu'avant la naissance, on ait au moins des idées. Ouais, bah non. Et lorsque j'étais enceinte de Lou, avant qu'on sache que ce soit une fille et qu'elle s'appellerait Lou, on avait choisi comme prénom masculin Robin. Et en voyant ce R, pour moi, ça a fait comme un lien vu que c'est un R que je vois, ça signifie que ce bébé a un pénis.
Et c'est, voilà, c'est venu comme ça. Et après, il y a le mental qui revient. Oui, sinon, ça sera pas ça et c'est pas grave. Voilà. Donc je vois ça. Je crois que je vis quelques contractions dans cette baignoire, mais c'est très très inconfortable. En fait, je suis positionnée avec une jambe pliée, l'autre jambe allongée, et donc je suis dans le long de la baignoire comme ça, et j'ai vraiment pas de place, elle est vraiment toute petite en largeur cette baignoire. Et donc je me sens pas bien pour vivre les contractions, et ça me fatigue que de me mettre sur le côté et tout. Et donc je sors assez rapidement, je vais dans le salon. Et ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que donc j'ai fait une partie du travail dans le salon avant d'aller dans le bain sur le ballon, mais ensuite j'étais sur le canapé. Donc j'étais allongée sur le canapé, sur le côté, et je dormais entre mes contractions. Et quand une contraction arrivait, je me laissais glisser et je me mettais en position en fente. Donc une jambe repliée, l'autre genou au sol, le dos droit, et je vivais la contraction et c'était facile quoi. C'était vraiment... Ouais, c'était vraiment la posture qui m'était confortable et qu'il me fallait à ce moment-là. Et les doigts dans le nez, je vivais ça en vocalisant. Et une fois que c'était passé, je me rehissais sur le canapé et je dormais. Voilà. Et voilà, vu que l'eau, en fait, il y a deux possibilités quand on prend un bain, c'est soit ça ralentit le travail, parce que c'est très en amont, soit on est plutôt vers la fin, et là ça accélère et intensifie le changement de température, c'est surtout ça. Donc là je sors de l'eau, et là le travail, il est plus intense. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a vraiment pas de souffrance dans cette naissance. Et la douleur est supportable, c'est juste que c'est l'impression de se prendre un camion dans la tronche, quoi. Tellement c'est waouh, c'est intense. Et c'est tellement intense, je me sens tellement lasse et fatiguée que je n'arrive plus à faire ce changement de monter sur le canapé, me remettre en fente et garder le dos droit. Donc en fait, je fais une semi-position qui ressemble à ça quand je descends sur le sol. Donc je suis en fente, mais par contre mon dos n'est pas droit, il reste allongé sur le canapé. Et là j'ai mal, j'ai mal. Et pour mes deux naissances, c'est la première fois que je teste une position qui ne m'est pas juste. Et vu comment j'ai douillé, je me dis que les personnes qu'on allonge sur le dos, en plus en maternité, donc les néons, le fait qu'on nous pose des questions, mais ça doit être la torture extrême, quoi. C'est de la torture. Et encore, je n'étais pas allongée sur le dos. Il y avait juste mon dos qui était à plat. Mais bref. Et là, j'ai très mal. Et vu que j'ai vraiment cette sensation de pas de force, même de tendre mes bras, j'ai pas la force. Là, je dis, j'en ai marre. Et ça a eu un effet de parole magique, de formule magique, parce que au moment où je l'ai dit, je sais pas si j'ai eu une énorme dose d'endorphine d'un seul coup, mais c'est comme venu éteindre la douleur. Pourtant, j'étais toujours dans la mauvaise position, mais je sentais que mon corps contractait, mais il y avait plus d'inconfort. Et je me suis dit, oh, mais trop bien, je vais pouvoir faire ça tout le temps. Donc limite, j'étais impatiente qu'il y ait l'autre contraction qui arrive pour réessayer ce que je fais. Donc l'autre contraction arrive, je dis à nouveau, j'en ai marre. Et là, pareil, plus rien. Et là, je me sens, ah, c'est trop bien, j'ai trouvé un truc génial, ça c'est chouette. Et la contraction arrive, et là, ça change. On n'est plus dans les contractions où pour épaissir le fond utérin, pour amener bébé vers la sortie. Là, on est sur de la contraction de j'éjecte un bébé.
Et donc je suis plus dans les pour accompagner la contraction. Là, je suis dans du mon corps se pousse tout seul. Là, c'est je je sais pas si vous avez déjà joué au petit jouet tout mou là qu'on pouette, il y a les yeux qui sortent. Ben, c'est un peu cette sensation là. Voilà. Et ces contractions, je les connais, je les reconnais parce que c'est celles que j'ai vécues, je les ai vécues pour Lou. Et là, je me souviens, je panique un peu, je fais, mais c'est pas possible, le travail vient juste de commencer. On peut pas être déjà rendu là. Et là, je me dis, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc je panique et je dis à mon chéri, tu m'amènes de suite dans l'eau. Là, mon idée de, on arrête, non, je veux plus. Je veux que tout s'arrête, là, c'est plus de contraction, plus rien. Et donc, il m'amène comme on peut entre deux contractions dans la baignoire, cette baignoire tellement inconfortable au possible. Et je me plonge dedans, toujours avec cette position très inconfortable. Et au début, effectivement, je suis plus dans des poussées pour éjecter le bébé, je suis de nouveau dans des contractions entre guillemets contrôlables. Mais très vite, elles reviennent. Et il y en a plusieurs qui viennent. Je sais qu'à ce moment-là, je broie la nuque de mon conjoint, sachant comme Lou hein, que je ne sens quasiment pas sa présence pendant toute la naissance. Et vu qu'il était là et qu'il m'avait accompagné à la salle de bain, je l'ai chopé, je l'ai broyé la nuque. Je sais qu'il avait mis des serviettes sur le bord de la baignoire pour que ce soit un peu plus confort. Et c'était bien appréciable. Et ces contractions donc de poussée reviennent. Et là, ça fait comme POUM. Je sens un truc dense qui vient cogner quand mon périnée, quoi. Le périnée, ça fait comme un hamac. Et là, ouais, c'est vraiment comme si vous prenez un sac de farine, un bon gros sac de farine de 5 kilos que vous balancez sur un hamac, quoi. Ça... Oh, et là, je le sens dans mon périnée, je fais... déjà un mix entre surprise et inquiétude, enfin, c'est... Je sens toute cette intensité qui est là, qui est complètement incontrôlable, que je n'ai pas prise dessus, je ne peux pas avoir de prise dessus, c'est... Je n'ai qu'à vivre. et là, il y a une poussée, à la poussée d'après, il y a la tête qui avance à la porte de ma vulve, donc ce qui fait que ça faisait comme un ballon de foot entre mes jambes, parce que ma peau recouvrait encore la tête de mon bébé. Et là, en fait, je sens que ça pousse, mais surtout vers l'arrière, au niveau de l'anus. Et là, je me dis... ouais, c'est vraiment pas confortable et j'ai une peur qui me traverse en me disant je veux pas déchirer. Là, je pose la main sur mon entrejambe, donc sur ma vulve, et donc avec cette sensation de tête de bébé derrière. Et je vibre, parce que je pense pas le dire avec des mots, viens plus vers l'avant. Viens plus vers l'avant. Et là, je me sens inondée de ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, de cette sensation de confiance et de... En fait, ça va super bien se passer. Et là, en fait, il n'est plus question de déchirer ou pas. C'est... Ce bébé est adapté à mon corps et mon corps est adapté à ce bébé.
Et là, je sais que la tête de mon bébé va sortir. Et il sortira, ça va super bien se passer. Et si jamais, finalement, je déchire, c'est ok parce que mon corps va se réparer. Et ce sera bon. Tout se passera de manière parfaitement bien. C'était fou. Et là, effectivement, la contraction suivante, il y a la tête de Robin qui sort. Mon chéri m'a dit qu'à ce moment-là, il a vu un truc de noir, mais vu qu'il savait pas trop si c'était des selles ou pas, il avait pas voulu toucher. Mais il s'inquiétait, vu la position que j'avais prise, que bébé vienne heurter le fond de la baignoire. Donc il se sentait un petit peu en alerte à ce niveau-là, après intervenir. Et là, tout se passe de manière très vite, et en même temps, dans mon esprit, j'ai l'impression que tout se décompose et que le temps s'étire. Parce que tout comme je n'avais pas fait d'écho pour connaître le sexe, je ne savais pas non plus comment était positionné mon bébé parce que je ne souhaitais pas que qui que ce soit touche mon ventre. Mis à part moi, mon conjoint et Lou. J'avais essayé de voir à un moment donné et en même temps je m'étais dit mais dans tous les cas que bébé se présente, je sais pas, 5 jours avant la naissance par la tête ou par les fesses, bébé peut encore se retourner jusqu'à 9 cm de dilatation. Donc pour moi il n'y avait vraiment aucun intérêt d'avoir cette information à ce moment-là. Et en même temps, j'avais cette confiance, même si on avait quand même pas mal travaillé dessus parce que il y a beaucoup d'a priori et de craintes qui sont autour des naissances en siège. Et donc là, quand il y avait cette espèce de temps au moment où donc le poum dans le hamac du périnée et le moment où la tête vient au niveau de la vulve, là je sens des pieds dans le fond de mon utérus. Et donc là l'information vient très vite. Ce bébé va avoir la tête qui va sortir et ce sera la tête qui sera en premier. Il y a un truc qui va sortir et ce qui va sortir en premier, ce sera la tête. Voilà. Effectivement, la tête de Robin sort. Et là, c'est incroyable. Parce qu'il y a... C'est fou, même maintenant, je ressens encore cette sensation. C'est comme si mon corps se remémorait là où il en était il y a 1 an et demi. Et là, je sens son corps qui pivote tout seul, qui fait sa rotation. Et fra, il sort. Et il y a Johan qui plonge dans l'eau pour essayer de le rattraper avant que bébé touche le fond de la baignoire. Mais j'étais un peu de biais, donc au final, il n'a pas du tout touché. Et là, je m'allonge. Et là, Johan me donne ce bébé tout contre moi. Et là, je ris. Je pleure de joie. C'est... Waouh, mais il est déjà là. Et il est là. Et je le savais que c'était possible. Et je le savais qu'il fallait m'écouter. Et j'ai eu raison de m'écouter. Et c'était beau. C'était magnifique. Je sens son corps tout chaud contre moi. Ça... Je le caresse, il est tout visqueux. Et ouais, je l'ai contre moi. Et on entend à ce moment-là Lou pleurer. Et donc je dis à Johan, va l'appeler, va la chercher. Dis-lui que voilà son petit frère ou sa petite sœur est né.
Et au moment où Johan, je le revois, met sa main sur la poignée, je dis ah oui, j'ai pas regardé qu'est-ce qu'il y avait entre les jambes de ce bébé. Et là je regarde, je fais chou, il y a un pénis. Et il rigole aussi parce que il s'était dit que vu que j'avais une grossesse très 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 différente de la première, euh, et que donc on avait une fille, là on aurait un garçon. Voilà. Donc il part chercher Lou. Moi je me retrouve avec ce bébé que je sens, que je caresse et je suis dans un bain d'amour. Et dans un bain d'amour, donc dans un bain d'ocytocine. Et l'ocytocine, c'est une hormone euh, qui est dans l'éjection. Et donc, Robin est né avec ce qu'on appelle un réflexe d'éjection du fœtus, où c'est le corps qui sort tout seul. Voilà, c'est l'utérus qui contracte et qui fait sortir le bébé, et moi, je n'ai aucun impact dessus. Et truc de dingue, j'ai une autre contraction qui arrive. Je suis très surprise parce que je m'attendais pas à ce qu'elle vienne aussi rapidement. Qu'avec Robin, je sais, avec cette baignoire inconfortable au lequel là je m'étais allongée, je sais pas comment me positionner pour essayer de l'accueillir cette contraction. Et ouais, c'est voilà. Et là je fais ah voilà. Et en fait là le placenta il sent en boulet de canon. Je m'y attendais vraiment pas. Surtout que je m'étais beaucoup apaisée avec ce que m'avait partagé Roxane sur cette sage-femme qui a travaillé en Australie, qui lui disait qu'elle était revenue d'une naissance où le placenta était né 36 heures après. Donc voilà, tant que je me sens bien, le placenta, même si le placenta est encore dedans, c'est ok. Et là, il sort à peine 5 minutes après la naissance. Et ok, mais déjà. Et là, dans ma tête, c'est mais oui, mais en fait, là, le placenta est sorti, donc la naissance est terminée. Voilà. C'est... C'était fou, c'était un mélange entre choc, intensité et bonheur absolu. Ouais, intensité, parce que il y avait vraiment cette sensation de m'être fait rouler dessus par un 33 tonnes, quoi. C'est... le corps était tout... Ouais, c'est comme s'il recevait encore les ondes de choc de ce par quoi il avait été traversé. Euh... Euh... Donc j'ai Robin, le placenta est sorti. Alors je crois que Johan est allé récupérer un plat pour le mettre dedans. Lou vient dans la pièce, elle regarde Robin, elle voit le placenta, elle est dégoûtée. Moi j'étais trop contente. J'ai passé pas mal de temps à regarder le placenta. Et Johan trouve que l'eau commence à se refroidir un peu, donc il nous propose de sortir. Et vu que je souhaitais au maximum ne pas me lever, ne pas me déplacer pour prendre soin de mon corps qui venait de vivre une naissance, je lui dis ben, j'aimerais me laver. Au moins, même si j'étais dans l'eau, voilà, il y avait des fluides, il y a de tout hein, dans une naissance. Donc je voulais pouvoir me rincer, me nettoyer du sang, de tout. Et je voulais pas être seule dans la pièce et je voulais pas que mon bébé soit éloigné de moi. Je voulais pouvoir l'avoir en vue. Et rien que de le voir à plus d'1 mètre, ça m'était... Ouais, ça m'était... Ah, je sens encore une tension là dans le cœur, là, c'est... Enfin, dans le cœur, dans le bas de la gorge, là, c'est... Ouais, c'est comme si on m'avait arraché un membre, quoi. Donc, Johan reste dans la salle de bain, le placenta
dans le bol. Et Robin dans les bras de Johan et moi en train de me laver, sachant qu'en même temps, vu que j'avais quand même fait un effort de marathonienne, le fait que quelqu'un soit présent, qu'il puisse me retenir si je tombe ou quoi que ce soit, ça me rassurait aussi. Voilà. Là, je pense qu'on s'installe dans la chambre où je dormais, où j'avais également tout organisé pour avoir ce qui me soutenait pour la grossesse. Et on commence donc à faire des empreintes placentaires. On a fait une, parce qu'on était quand même bien crevés, on a fait une empreinte placentaire. Et le cordon de Robin était quand même assez court avec son placenta, donc c'était un peu compliqué de le positionner sans que Robin soit sur la feuille. Et je me disais que la texture de la feuille serait pas forcément confortable. Et on fait ça avec les membranes qui faisaient la poche des os. J'avais récupéré une partie et je l'avais mise sur un cercle à broderie. De façon, ça fait comme un petit tambour en fait une fois séché, sauf que j'avais mis qu'une seule membrane et malheureusement avec le séchage elle s'est déchirée. Donc ça faisait un truc très beau, ça représentait vraiment, quand on regardait on voyait au travers ce que pouvait voir bébé quand il était dans le ventre. En tout cas ça me plaisait beaucoup, mais malheureusement ça n'a pas perduré. Voilà. Alors je sais pas si on a fait ça puis ou j'ai fait la douche. Je me demande si j'ai pas fait ça dans cet ordre-là. Tout ce que je sais, c'est qu'une fois que ces deux choses sont faites, je commence à voir des petites étoiles devant les yeux. J'avais eu ça pendant ma grossesse et ce qui m'avait fait du bien à ce moment-là, c'est me faire un steak. Et donc, là, je demande à Johan, est-ce que tu peux aller me faire un steak? Et Johan, donc, qui a 42 fièvres, qui avait passé la veille une nuit blanche, il devait être 4h du matin. Il me dit non, là je peux pas. Là je peux vraiment pas. Donc je me dis ok, alors on va pas déconner. Là il me faut du faire de suite. Moi je vais pas faire à manger. Donc on fait au plus rapide. Je vois la bassine du placenta, je plonge la main dedans, je chope un truc qui se détache, qui est préalablement détaché, je le mange, et voilà. Et je trouve ça très bon. Je trouve ça très bon et très vite ça va beaucoup mieux. Alors, j'avais aussi essayé de voir si mon placenta était complet. Avec la pénombre, la fatigue, j'étais pas certaine d'avoir tout bien vérifié et en même temps de ce que je voyais, ça m'avait l'air complet. Et vu que c'est quelque chose qui est venu très rapidement, je pense que c'était un Lochi, selon comment vous le dites. Donc en fait c'est un caillot de sang que j'ai mangé, qui est bourré de fer et qui fait que moi ça allait mieux après. Voilà. Johan part se coucher, lui aussi, moi aussi, et au préalable j'ai toujours mon infusion chaude à côté de moi, de quoi manger, de quoi boire, mon téléphone. Et ce qui se passe c'est que vu que j'ai eu je vais appeler ça un malaise, même si c'est pas un malaise puisque j'ai pas tourné l'œil, mais que j'ai eu ce moment de baisse, je me sens vraiment pas en confiance à l'idée de m'endormir, je sais pas pourquoi. Donc j'ai une peur où je me dis si je m'endors et que j'ai un souci, y a personne pour
pour avoir une vigilance sur moi. Donc je préfère rester réveillée. Et c'est pas... Je pense que là, je suis venue puiser dans les énergies de mon corps et peut-être ça, à mon sens, ça expliquerait pourquoi j'ai eu des longs... Enfin, ça a mis longtemps avant que j'arrête de saigner en postpartum. Pratiquement un mois, je dirais. Ouais. Et donc j'ai repeint avec moi, en peau à peau. C'est trop bien, on profite là tous les deux. Et ouais, donc je pense que ça c'était vers peut-être 4h30, 5h. Et Johan se réveille vers 7h. Je sais plus dans les horaires, c'est un truc comme ça. Peut-être qu'il a dormi 1 heure. Et il récupère Robin, sachant qu'il s'appelait toujours Petit Panda. D'ailleurs, ça c'est très bizarre d'essayer de lui trouver un prénom maintenant que tout le monde l'appelle Petit Panda. Et là, je sais que, ok, je peux dormir. Je peux dormir, quelqu'un veille sur Robin et sur moi aussi. Et là, pendant les 3 jours suivants, ça a été... J'étais sur un nuage. Lou, elle commençait à aller mieux. Johan, il avait toujours sa fièvre, donc c'était un peu compliqué. Mais on était dans l'euphorie. Je me souviens, à un moment donné, il y a Lou qui vient dans la pièce, qui dit je déteste ce bébé, je veux le mettre à la poubelle, il va pas être dans notre famille, je le déteste. Et là, je suis dans une capacité d'accueil, d'amour inconditionnel. Oui, je comprends ma chérie, mais vraiment, ce n'est même pas la phrase pour dire ça serait bien que je verbalise de cette façon, c'était vraiment dans le ressenti. Vas-y ma chérie, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont besoin de sortir? Vas-y, n'hésite pas. Je comprends que c'est compliqué. Et, et voilà, donc vive les hormones. La première tétée, je sais plus trop quand c'est, se passe très bien. Ça fait très bizarre parce que par réflexe, je mettais Robin au sein, mais en fait, c'était pas spécialement le moment pour lui, donc je le mets au sein et il se retire. Enfin, voilà, c'est... voilà. Je sens qu'il ouvre pas grand la bouche, mais pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et dans mon rêve, j'avais expliqué à Johan que je ne souhaitais qu'on voit personne tant que Robin et son placenta ne se sont pas séparés l'un de l'autre par eux-mêmes. Et donc, à partir du 4e jour, c'est un peu le multi-combo où les hormones redescendent, la fatigue est là et on se dispute. Moi, je ne reconnais pas mon corps dans le miroir et ça m'est très inconfortable. J'ai beaucoup minci en fait pendant cette grossesse. Je sais pas, anorexique, hein, mais entre ce que j'avais avant la grossesse et après la naissance, ça a été impressionnant. Que ce soit aujourd'hui ou avant ma grossesse, par exemple, quand je m'allonge dans la baignoire, je fais écluse. C'est-à-dire que si je me douche les cheveux, l'eau coule derrière, mais il n'y a pas d'eau devant. Et en fait, là, à la sortie de la grossesse, mes cuisses ne touchaient plus le rebord de la baignoire. Et ça me faisait très bizarre. J'avais une poitrine opulente au possible, qui était vraiment descendue pendant cette grossesse. Je crois que je m'en suis rendu compte à 1 mois avant le terme, avant la naissance, que je pense que c'est tout mon corps qui se prépare à enfanter, donc qui s'étend un peu partout, d'où le fait que je me suis en même temps tordu les chevilles maintes et maintes fois, qui fait que j'ai beaucoup d'élastine. Et donc ma poitrine est vraiment beaucoup descendue. Et donc tout ça, c'est... Voilà, je suis pas à l'aise avec tout ça. Là, et mon conjoint, lui, est pas du tout à l'aise avec l'idée que
qu'on vienne pas présenter ou que la famille vient pas rencontrer Robin, qui n'a toujours pas de prénom. Ah oui, au bout de 3-4 jours, non, il n'a toujours pas de prénom ce bébé, et ça nous travaillait. Alors, oui, il y a eu d'autres choses, mais bon, je finis avec cette dispute. Et au final, il me dit, mais ce qu'on n'a qu'à faire, c'est... bah, toi, t'as qu'à continuer à te reposer. Moi, je prends Robin, je vais le montrer, je le prends dans la voiture, on va jusqu'à chez ma mère, je le montre, et après, je ramène Robin, quoi, j'en ai pour 1 heure. Et là, mais il y a la colère qui est venue, mais une colère profonde, une colère ouais, qui vient des entrailles, une colère de tu ne toucheras pas à ce bébé. Tu ne peux pas me retirer un membre, là, maintenant. Mais vraiment, j'avais eu la sensation de faire trembler les murs, en fait, en disant ça. Et je lui en ai beaucoup voulu pendant très longtemps, parce que c'était vraiment une sensation de trahison, de comme la personne qui devait protéger ma bulle est venue l'éclater de l'intérieur. C'était très dur pendant un bon moment. Et donc si je reviens en arrière, donc Robin est né le jeudi à 23h50. Le vendredi, je devais me faire masser par ma doula de l'ancrage, Angélique. Et ce qui était très drôle, c'est qu'au moment où on a pris le rendez-vous, elle m'avait dit « Mais s'il faut, t'auras déjà accouché à ce moment-là. » Et moi, je fais oh, fin mai, fin milieu mai, non, quand même. Je pense plutôt on est pour du fin mai, début juin, quoi, tranquille. Bah non. Et donc, je lui envoie un message, je lui dis « Est-ce que c'est ok que tu viennes, mais pour une séance en postpartum plutôt qu'un massage ?» Et c'était génial. Que quelqu'un vienne, te masse les jambes, viens resserrer ton bassin, viens écouter ton récit de naissance, tu peux t'extasier, ouais, qui s'extasie avec toi de ce par quoi t'es passé, et qui te donne une bonne soupe faite maison à la cuillère, vraiment cette sensation de... Ouais, cette énergie de mère, de maternage qui vient m'envelopper ouais, c'est trop bien. Et voilà, et aussi, oui, donc mon conjoint appelle la sage-femme qui était ok de faire le papier pour la déclaration de... Donc il prévient aussi les sages-femmes du groupe des sages-femmes acupunctrices qui étaient ok de venir en postpartum. Mais aussi la sage-femme donc pour faire le papier certificat médical. Et elle vient, elle me dit, bah écoute, là je rentre d'une naissance, donc je vais me coucher, ensuite je viens. Parce que pendant ma grossesse, la condition pour laquelle elle avait accepté de venir, c'était qu'elle soit de garde à ce moment-là. Et c'était le cas. Robin est arrivé au moment où il fallait, enfin Petit Panda est arrivé au moment où il fallait. Et donc le samedi, je crois que c'est le samedi matin, elle est venue et voilà, et pareil, on lui racontait, elle nous a fait le petit papier, donné le carnet de santé, et voilà. Et donc le lundi, ça serait bien qu'on aille déclarer ce bébé. Donc pour déclarer un bébé, il faut bien lui trouver un prénom, parce que en France, voilà, on a, je crois que c'est 5 jours ouvrés pour faire la déclaration. J'avais vu qu'au Japon, ils donnent le prénom à la fin à leur enfant au bout d'1 année. Donc t'as 1 année de voir comment est ce bébé, comment est cet être, et pour lui trouver un prénom. Et j'aurais bien aimé, ça aurait été plus simple. Et donc on tergiversait, on cherchait, on savait pas, on trouvait pas quelque chose qui nous plaisait réellement, et on s'est dit Robin, est-ce que Robin c'est bien? Et on doutait. Yoann me disait mais Robin c'est l'acolyte de Batman, c'est Robin, j'ai pas envie qu'il se fasse moquer. Je me suis dit bah, de toute façon si des enfants ont envie de se moquer, enfin si des personnes veulent se moquer, elles trouveront toujours un moyen de se moquer. Et au final
on choisit Robin, mais sans conviction. On choisit Robin parce que on a vu ce R dans la salle de bain. Et qu'on se dit, c'est le moins pire. Et je pense que ça faisait surtout très bizarre de plus l'appeler Petit Panda. La transition m'a été compliquée en tout cas. Voilà. Ah oui, j'avais aussi envie de parler des premières selles. Parce que au final, pour cette naissance, j'ai pas eu de déchirure, j'ai pas eu des rayures. Mais vu ce qui sort de nous, j'avais une sacrée appréhension d'aller à la selle. Et vu que j'avais une alimentation en postpartum vraiment d'aliments faciles à digérer, réchauffants, vraiment adaptés, bah déjà ce qui est sorti, c'est sorti très facilement. Et en même temps, vu qu'il n'y avait pas eu de lésion, bah, sans souci quoi. Donc mais c'est pas pour autant que j'avais pas flippé. Alors, je n'ai pas eu des rayures, et vu que moi-même j'avais pas envie de me contorsionner pour vérifier, et que je ne souhaitais pas que les sages-femmes regardent, parce qu'elles m'ont proposé, et je leur ai dit que je ne voulais pas, j'avais quand même une sensation d'étirement, parce que j'ai eu une mini déchirure et une éraillure pour Lou. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du miel de thym. Du miel de thym parce que le miel de thym ça a des vertus hyper cicatrisantes et en même temps le miel c'est très doux. donc et je voulais pas du froid non plus puisqu'en postpartum il y a vraiment besoin de chaleur. Le fait de mettre, parce qu'il y en a qui mettent des serviettes, je sais plus comment ça s'appelle déjà, mais ils mettent des serviettes imbibées de camomille, des choses apaisantes que l'on pose au niveau de la région, donc que ce soit la vulve, l'anus, selon les besoins, et donc ça fait un effet apaisant avec le froid. Mais bon, c'était pas ce qui me parlait. Et donc le miel de thym, j'avais toujours mes fameuses couches. D'ailleurs j'avais acheté 2 paquets de 10 couches, mais c'était pas suffisant vu que ça a duré pendant un mois. Donc Yohan a dû retourner en acheter. Et donc c'était pas grave en gros que j'en mette des tonnes parce que la couche récupérait tout quoi. Voilà. On a fait la déclaration. Donc Robin avec Robin, ensuite le prénom de son grand-père, le prénom de son oncle, tout comme Lou a les prénoms de ses grands-mères, c'est pratique quand elles s'appellent toutes les deux pareil, et de sa tante. Voilà. Finalement, on a eu nos... Ah oui, donc on a fait un placenta lotus. Et même si Yohan avait beaucoup d'appréhension, n'était pas forcément très à l'aise, c'est lui qui a fait tous les soins au placenta. Donc c'est-à-dire le changement de... mettre du sel pour la sécher, mettre des plantes, que ce soit du thym, des roses, je sais plus ce que j'avais mis dedans, mais voilà, des petites plantes sèches. J'avais mis aussi des pierres, parce que c'est ce qui me parlait. Et on les avait recouvertes. Alors dans un premier temps, dans une bassine, enfin dans une passoire pour que le sang puisse s'écouler au maximum. Puis, quand c'était bien sec, toujours recouvert de sel, dans un petit pochon, parce que clairement c'était beaucoup plus léger et beaucoup plus facile à transporter. Et ça, donc faut faire un soin au moins toutes les 24 heures. Et plus s'il y a une odeur qui commence à dégager. Et je crois qu'on était le 5e jour, 6e jour. Se profiler le rendez-vous chez la médecine, le fameux rendez-vous des 8 jours. Voilà. Et donc j'avais pas du tout envie de me faire les transports
me farcir le siège auto avec le... Enfin, je m'imaginais le truc, poser le placenta sur Robin, enfin je trouvais ça très inconfortable, très désagréable. Et au final, donc j'étais en train de me dire est-ce qu'on le coupe, est-ce qu'on le coupe pas, j'ai vraiment pas envie de le couper, et en même temps ça m'embête. Et le matin, je pense qu'il doit être 5 à 6 heures du matin, je réalise que ça fait plus de 24 heures qu'on n'a pas fait le soin en placenta. Et je vais le dire, tout le monde dort, je vais le faire. Et donc au final, c'est la première fois que je fais le soin en placenta. Et j'ai beaucoup de joie à le faire. Je prends le temps de mettre suffisamment de sel, je le regarde, je le recouvre, je remets les plantes, voilà, je remets les pierres, je l'emballe. Je prends Robin d'un bras, son placenta de l'autre, je les dépose tous les deux sur le lit. Et là, je me recule un peu comme pour admirer la scène. Et là, le cordon qui est très très sec hein, n'est plus relié à Robin. Et durant ces jours, j'avais cette sensation de pas atterrir, d'être encore dans un vortex, encore loin. Et c'était très inconfortable, j'arrivais pas, j'ai essayé de partager mon récit, donc je l'avais fait à la doula, je l'avais fait avec les sages-femmes, je l'ai fait avec les personnes de mon groupe au moment du Blessing Way, mais ça manquerait d'ancrage tout ça. Et au moment où j'ai constaté que les deux s'étaient séparés, ça y est, en fait, c'est fini. Et j'ai cette sensation où je peux m'ancrer. Ouais, en fait, là, c'est terminé. Et une nouvelle page se tourne. Voilà. J'espère que ce partage vous aura plu. J'ai envie de remercier toutes les personnes qui étaient présentes autour de moi pendant ma grossesse. Celles qui étaient présentes par la pensée, dans leur énergie pendant la naissance. Parce que ça m'a vraiment soutenue. Et je remercie les personnes qui étaient présentes sur le groupe WhatsApp ou même en postpartum, parce que j'avais complètement oublié que un bébé, ça fait du méconium. Les premières selles, ce sont du méconium qui colle, voilà. J'avais pas de linément, j'avais pas de coton. Donc mon pauvre bébé, j'ai essayé de le retirer le méconium comme j'ai pu, mais je lui ai fait super mal. Et donc je lâche un message dans le groupe. Quelqu'un peut m'amener des cotons et du liniment, et dans l'heure qui suit, j'ai eu du coton et du liniment avec une petite barquette de fraises livrée à domicile. Voilà, ça c'est ce dont chaque être humain devrait vivre et devrait avoir autour de elle. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle fin de journée, soirée, après-midi. Je vous dis à bientôt. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures empuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.